Il fait moche chaud, muchacho. Ouh. Et j'ai bien suivi, j'ai envie de vous parler de Stravinsky. J'y connais rien à Stravinsky. Ouh. Je sais seulement qu'il a dit dans un de ses livres qui s'appelle, je crois, Poétique, et la poétique, étymologiquement, poésie, ça vient d'un verbe grec qui veut dire faire. Comme quoi, les poètes sont des rêveurs, mais étymologiquement, c'est des gens qui font. Un peu comme François Fillon qui avait appelé son bouquin Faire, sans avoir peur des allusions scatologiques. Vous connaissez le sens du verbe faire en français. Stravinsky disait il y a trop d'œuvres qui terminent trop tard, et je crois que c'est vrai, et je trouve ça vrai. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de courage ou de transigence, l'inverse de l'intransigeance, quoi. La tendance qu'on peut avoir à vouloir épiloguer à la fin d'une œuvre d'art, ou à vouloir faire une petite farce, un petit mitch, un petit truc marrant, mais qui des fois gâche l'effet qu'aurait pu provoquer le fait de se passer du petit truc en plus, du petit épilogue, ou du petit truc marrant, ou du petit truc bizarre. Alors je pense évidemment à plusieurs albums des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, leur album non pas le plus vendu, puisque le plus vendu, les deux plus vendus, c'est les deux derniers, c'est Abbey Road, celui où il marche sur un passage clouté, on dirait une vignette d'auto-école. Ils envisageaient d'appeler cet album Everest et d'aller se faire photographier au sommet de l'Himalaya, au sommet de l'Everest, dans l'Himalaya. Et à un moment, ils discutaient de ça, et puis Ringo Starr, le batteur, il a dit oh, ça va, faut me saouler avec vos histoires, on va faire une photo en bas, là, j'ai aucune envie de me taper la moitié de la planète en voyage en avion pour prendre une photo où on se les pèlerait sur un sommet enneigé. Et c'est comme ça que finalement ils ont traversé un passage clouté. Bref, c'est un des deux albums les plus vendus des Beatles, l'autre étant leur seul album pas complètement parfait, et le seul album un peu moins bon que les autres, c'est Let It Be. Abbey Road, à la fin, et je reviendrai sur Sgt. Pepper's après, à la fin, il y a une belle fin bien solennelle d'une chanson qui s'appelle The End, et cette solennité est un peu cassée, un peu rompue par le fait qu'ils n'ont pas résisté à la tentation, au petit jeu qui consiste à mettre un petit morceau de 20 secondes, un morceau caché, le fameux morceau Her Majesty, qui d'ailleurs initialement devait être dans le medley de la phase B, entre, si je ne m'abuse, entre Policeman Pam et She Came In Through the Bathroom Window. Et puis finalement ils l'ont enlevé, et puis par erreur l'ingé son l'a glissé à la fin, et un jour McCartney, en entendant, en réécoutant toute la phase B, a dit ah tiens bah, laisse-le là, très bien, laisse ce truc à la fin. Et c'est dommage, à mon avis ça casse, ça fait penser à Stravinsky. Abbey Road est une œuvre qui se termine un tout petit peu trop tard. Et Sgt. Pepper's aussi, bon, c'est rigolo l'idée de faire le de la fin, là, le petit, l'espèce de truc vocal, de gimmick vocal entêtant et bizarroïde, et d'ailleurs qui traduit la fascination bien légitime qu'avaient les Beatles pour certaines techniques, les possibilités de la technique et l'envie de les explorer, puisque l'idée c'était que sur un vinyle, ce petit motif vocal, ce petit gimmick puisse se répéter indéfiniment jusqu'à ce que le possesseur du vinyle vienne décoller le saphir du vinyle. Mais c'est quand même dommage parce que le morceau juste avant c'est A Day in the Life, enfin le dernier morceau c'est A Day in the Life, et la fin de A Day in the Life est solennelle de chez Solennel avec 7 pianos qui simultanément jouent un accord de mi majeur, et avec le son qui pendant une minute se répand et à la fois s'éteint et se répand, un peu comme une vague au bord de la mer. Et c'est quand même dommage d'avoir rajouté ce petit gimmick entêtant mais moins élégant, je trouve. D'autres exemples, alors, par exemple le prix Goncourt de 2012, je crois, ou 2013, Jérôme Ferrari avec un roman sublime qui s'appelle Le Sermon sur la chute de Rome. Il y a une fin que je trouve absolument sublime, une dernière phrase avec une chouette qui ulule. Et puis on croit que c'est fini, on se dit putain c'est vraiment fabuleux cette fin. Et puis pouf, en fait, il reste une ou deux pages derrière avec un épilogue un peu heureux d'ailleurs pour un des personnages, bon, et qui affaiblit en fait la fin. Et je sais pas si c'est le goût ou alors le courage qui a manqué à Jérôme Ferrari, le courage de finir sur un truc hyper abrupt, sans message, un truc pas édifiant, un truc juste élégant. C'est vrai que c'est pas la même chose. Euh, D'une manière générale, ouais, il faut du courage et de l'intransigeance pour finir des morceaux de manière complètement abrupte. De ce point de vue-là, même Maurice Pialat, un gars dont les fins de films sont presque toujours fabuleuses et scotchantes et mitchantes et interviennent à un moment si on ne l'entend pas
et sont le contraire d'un épilogue. Il a craqué au moins une fois sur Van Gogh, qui est un film absolument fabuleux, comme tous ses films, et absolument merveilleux, mais il y a un épilogue. Voilà. En gros, bon, Van Gogh, sans vouloir divulgacher, mais en divulgachant, parce qu'après tout, on ne regarde pas Van Gogh pour le suspense quant à ce qui arrive au héros à la fin. Van Gogh meurt, et puis il y a un épilogue. Et ça, il a un peu craqué, la Piala. Un épilogue avec la fille du docteur Gachet qui dit qu'elle aimait bien Van Gogh et que c'était un bon gars. Bon, c'est une des rares fois dans toute la filmographie de Piala où il fait les trucs un peu comme tout le monde, un peu contenus, un peu conventionnels. Et ça aurait été vachement plus puissant, plus surprenant et plus intense s'il avait fini son film sur la scène d'avant, celle où après que le docteur soit venu constater que Van Gogh était mort et après que le frère de Van Gogh, donc Théo, ait ramassé ses affaires, on voit dans la cour de la pension où crée chez Van Gogh des gamines qui jouent à la marelle. Voilà. Ça aurait été beaucoup plus fort de finir là-dessus. Voilà. Sur À la recherche du temps perdu, j'ai un peu changé d'avis. La fin est un peu bizarre parce que c'est de la critique littéraire pendant 150 pages, à la fin d'un très long roman où c'est ni plus ni moins que l'histoire d'un mec, même s'il y a aussi des aspects critiques d'art au cours du roman, mais qui sont vraiment glissés comme ça dans l'histoire. À la fin, il y a vraiment, pendant 100-150 pages, ça théorise sur la littérature. Et du coup, c'est un tout petit peu moins jouissif à lire que tout le reste, même si c'est fulgurant et c'est passionnant à lire, et c'est étudié, j'imagine, je le sais d'ailleurs, dans des prépas et dans des facs de lettres, pour justement tout ce que ça dit de puissant, de profond et de génial sur la littérature, ce que c'est, à quoi ça sert et comment il faut s'y prendre quand on va en faire de la bonne. Et en même temps, ça se justifie, puisque le héros de À la recherche du temps perdu, c'est un gars qui ne fout rien de sa vie jusqu'au jour où il s'aperçoit qu'il a envie d'écrire et qu'il va se mettre à écrire. Et du coup, il termine en disant comment il va écrire. Et en fait, c'est une fin assez logique. Donc la phrase de Stravinsky ne s'applique peut-être pas à Proust, mais elle s'applique à trop d'œuvres. Il faut avoir le courage de finir de manière abrupte, je trouve. Abruptement.